Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. Iron Man a toujours été un de mes super-héros préférés du MCU, et même maintenant de Marvel. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a commencé avec cette trilogie. Et comme promis, on va parler des 3 films, et on commence avec le premier film. Un premier film qui démarre le MCU, et qui démarre aussi la première adaptation cinématographique du super-héros, dont personnellement, je n'en attendais rien à la base quand je l'ai vu à l'époque. Mais la jaquette m'attirait, alors j'avais quand même envie de le voir. Parce que oui, Iron Man est le premier film du MCU que j'ai vu de ma vie. Moi, j'ai vraiment commencé depuis le début. Même si j'ai eu des trous entre deux avec Captain, Thor et autres, mais c'est pas la question. Là, la bonne question, c'est que vaut ce premier film ? Eh bien déjà, qu'est-ce qu'il raconte ? Tony Stark a été capturé par des terroristes. Durant l'accident, il a appris qu'il avait eu un accident mortel du cœur et qu'il a été sauvé, mais qu'il devra porter un cœur artificiel durant toute sa vie. Enfin, une machine. Son cœur sera une machine. C'est alors qu'il décide de créer une armure afin d'échapper à ces terroristes et, après être rentré chez lui, il décide alors d'améliorer son armure et de s'en servir pour faire le bien et rattraper tout le mal qu'il a fait avec ses armes avant. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Il est vraiment bien. Mais sincèrement, je le pense. Je sais que c'est un film qui date de 2008, mais je le trouve vraiment bien. Mais il y a quand même des défauts sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord, les petits moments débiles. Parce que oui, il y a des moments débiles dans son métrage. Par exemple, bon, ça je peux spoiler, c'est pas une scène importante. On a un soldat qui s'approche de Tony quand son bras est coincé dans son armure, et le mec il se dit tiens, je vais lui tirer dans la tête, et la balle réfléchit et ça retombe sur lui. J'ai vu cette scène, je me suis dit attends, c'est quand même un soldat entraîné et il s'est pas dit qu'il devait viser là où il y avait des trous. Surtout qu'il était juste à côté, moi c'est ça qui m'a choqué. Bon après, est-ce que c'est un drame ? Non, mais c'est quand même des petites scènes débiles dont on aurait pu se passer. D'ailleurs ça entraîne à un autre défaut pour moi, l'humour du film. Alors quand je parle de l'humour, je ne parle pas du comportement de Tony, ça je le trouve génial dans le développement du personnage. Je parle vraiment des blagues en général. D'ailleurs c'est aussi ce film qui a lancé la mode du MCU avec ses blagues. Disons qu'on a des blagues qui arrivent à faire sourire, mais c'est pas des blagues que je trouve forcément drôles, c'est un peu forcé et ça n'en vaut pas toujours la peine. C'est pas un drame pour autant et l'humour pourra plaire à certains. On a aussi, bon c'est un détail mais je le dis quand même, le fait que le chef des 10 anneaux, on ne dit pas son nom dans le film, et j'ai bien dit dans le film, parce que dans le comics et sur Wikipédia c'est précisé, mais je vous avoue que dans le film, je n'ai pas entendu son nom. Bon après c'est pas un drame en soi, mais c'est quand même mieux de savoir le nom des ennemis en général. Et enfin le dernier défaut que je reprocherais, c'est la fin. Alors pour vous dire ce que je reproche à la fin sans spoiler, parce qu'on y reviendra en partie spoil, disons que pensez au discours de Spider-Man dans Spider-Man 2, vous savez quand il a sauvé Mary Jane et qui lui dit pourquoi il ne peut pas être avec elle. Et maintenant, pensez à ce que Tony a fait dans cette fin. Je pense que vous comprendrez pourquoi je n'aime pas cette fin, même si ça aboutit à quelque chose d'intéressant dans la suite. Mais ça encore une fois, on en reparlera plus tard. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, le film est très bien travaillé sur beaucoup de choses. Déjà dans les personnages, Tony Stark alias Iron Man, joué par Robert Downey Jr., c'est un concepteur d'armes, milliardaire et un génie qui a toujours eu tout ce qu'il voulait dans la vie, qui profite de la vie à sa manière. C'est aussi un égoïste, parce qu'il pense souvent à lui plutôt que de penser aux autres, à son entourage, même à son meilleur ami James Rhodes. Mais en soi, il a beau être détestable, plus il évolue, plus il est intéressant, et même plus il devient attachant. Je veux dire, la manière par exemple dont il se rapproche de Pepper petit à petit, moi j'aime bien. Et puis même sans ça, oui, on voit que Tony, ce qu'il a traversé, ça l'a modifié. Et ça, c'est très intéressant à suivre par rapport au personnage. Ensuite, on a Pepper Potts, joué par Gwyneth Paltrow, donc bien entendu c'est la secrétaire de Tony Stark, elle veille sur lui, à ce que tout soit parfait dans son organisation et dans son travail, et on sent que sans elle, Tony ne s'en sortirait pas, et d'ailleurs c'est bien de voir qu'il dépend un peu d'elle, en termes d'organisation. Puis bon, elle a une personnalité assez attachante tout en ayant son petit caractère. Ah, ça crée une alchimie assez particulière avec Tony, mais que j'aime bien. Ensuite, le colonel James Rhodes, joué par Terrence Howard, c'est l'ami le plus proche de Tony, et il veille sur lui constamment, malgré les risques, et malgré le comportement de Tony, parce que autant Tony ne pense pas à Rhodes, autant Rhodes pense souvent à Tony et à ses conséquences dans ses actions. Ça c'est intéressant aussi. C'est un meilleur ami assez discret, il est plus important dans les autres films, mais honnêtement, moi je trouve que pour un premier film, il joue son rôle de meilleur ami et qui veille sur Tony. Ensuite, Jarvis, doublé par Paul Bettany, parce que oui, c'est un homme de main informatique ou cybernétique, qui est toujours là pour veiller sur Tony. C'est un peu comme Alfred avec Bruce Wayne si tu veux. C'est la même chose,
chose, sauf que Jarvis est informatique et on n'a que sa voix. Mais on sent que sans lui, Iron Man, ça serait autre chose. C'est dingue quand même, Tony Stark est sacrément égoïste, mais il dépend de plusieurs personnes quand on y réfléchit. C'est dingue, mais moi j'aime bien l'idée. Ensuite, le docteur Oh Yin-sen, qui est un petit personnage, mais qui a quand même son rôle à jouer. Un chirurgien qui aide Tony dans son calvaire pendant qu'il est avec les terroristes. Puis bon, c'est un peu grâce à lui aussi qu'on a le Tony qu'on a là. C'est grâce à lui avant tout, parce que c'est grâce à lui que Tony a réfléchi après ce qu'il a subi. Et on a, pour ceux qui veulent que j'en parle rapidement, l'agent Coulson, un agent d'une organisation qui souhaite s'entretenir avec Tony quand c'est nécessaire, pour faire plaisir aux fans du comics et pour la suite du MCU. Je peux pas vraiment en dire plus malgré qu'on sache aujourd'hui, mais ça amène à une organisation importante et ça plaira aux fans de Marvel. Quant aux méchants, que je peux me permettre de spoiler, franchement c'est pas un mystère, Obadiah Stane, joué par Jeff Bridges, il est le meilleur ami de Tony et il veut avoir la société à la place de Tony. Alors oui, c'est une raison simple. Mais honnêtement, quand tu sais tout ce qu'il a subi, le fait qu'il a toujours été numéro 2 alors qu'il a toujours été là pour s'occuper de l'entreprise, quand Tony faisait des bêtises, alors que son père en faisait moins mais quand même, tu te dis oui, ça peut se comprendre. Et on a l'organisation terroriste les 10 Anneaux qui cherche juste à avoir les armes de Tony Stark afin de régner sur le monde. C'est simple mais efficace et vu que Tony Stark est le leader du marché des armes, c'est justifié. L'action est fort sympathique. Disons que les moments d'action sont vraiment cool à regarder. C'est bien fait dans la mise en scène, c'est intéressant et les moments de vol d'Iron Man sont vraiment géniaux. Je peux pas nier que l'action du film, je l'aime beaucoup. Bon après c'est vrai qu'en termes de chorégraphie, c'est pas excellent parce qu'il n'y a pas vraiment de chorégraphie de combat. En même temps, il y a très peu de combats quand je te parle d'action là. Mais ça reste quand même efficace. La mise en scène est travaillée. On sent que Jon Favreau et toute l'équipe technique derrière a soigné la mise en scène. C'est plaisant à voir, on n'a pas besoin de dialogue pour comprendre ce qui se passe et encore moins pour renforcer la tension sur nos personnages. Aussi, le symbolisme est puissant dans Iron Man. Franchement, le fait que Tony Stark enfile l'armure, on sent que l'armure elle représente quelque chose de très fort. En termes de symbolisme, et j'ai toujours cru que c'était important dans un film de super-héros, et bah là ça fonctionne très bien. Les costumes sont travaillés, surtout l'armure d'Iron Man qui est juste magnifique. Franchement, j'adore cette armure, j'ai envie d'avoir la même chez moi. Et aussi, mention spéciale pour Pepper en robe de soirée. Elle est magnifique. Évidemment, l'évolution de Tony est ce qui intéresse le plus aussi, parce que Tony a vraiment une très grande évolution dans ce long métrage. On sent que ce qu'il a traversé, ça l'a marqué à vie, que ça ne sera plus jamais le même homme. Et bah c'est génial, parce que cette évolution a permis de transformer un personnage détestable et égoïste en un personnage plus attachant et qui pense aux autres avant de penser à lui. Les musiques sont bonnes, alors oui, on a pas mal de copyright, mais en soi c'est du copyright bien choisi, donc ça fonctionne bien. La tension est assez efficace, il y a des scènes où j'ai vraiment eu peur pour certains personnages. Les quelques relations qui s'installent, amicales ou amoureuses, s'installent bien petit à petit, même si ça aboutit pas totalement, mais ça encore je trouve pas que ça soit dramatique en soi. Le jeu d'acteur est très bon, Robert Downey Jr. est vraiment un choix très bon pour Tony Stark, et à la base ça devait être Tom Cruise. Remarque, j'aurais bien imaginé Tom Cruise en Iron Man, juste pour rigoler, mais bon, en tout cas c'est un très bon choix de casting. Puis même Gwyneth Paltrow en Pepper Potts, elle est juste excellente. On a quelques éléments inattendus, vraiment que j'avais pas vu venir la première fois que j'ai vu le long métrage. Oui, aujourd'hui je le vois venir parce que évidemment j'ai vu le film il y a longtemps, donc voilà. L'univers est travaillé, ça donne envie d'en savoir plus, surtout avec cette technologie que possède Tony. C'est incroyable la technologie qu'il a. Les effets spéciaux sont de très bonne qualité, même pour 2008 je trouve que ça rend encore bien à l'écran. L'émotion est travaillée, ça m'a pas donné envie de pleurer, mais il y a des moments où j'ai ressenti un petit quelque chose pour certains personnages, mais je vous spoilerai pas les scènes. Des décors de très bonne qualité, des paysages sublimes, et un caméo de Stanley correct. Pas un de ses meilleurs, pas un de ses pires, juste correct. Donc sinon en partie spoil, je voulais vous reparler de la fin du film. Il faut qu'on en parle. Alors la fin du film, bon, tout le monde l'a vu, mais je préfère quand même mettre une partie spoil. À la fin du film, Tony Stark dit clairement en conférence de presse comme ça, ce sont les derniers mots du long métrage, je suis Iron Man. C'est vrai qu'en soi, pour la suite, c'est intéressant de faire ça, parce qu'on va avoir des conséquences, etc. Mais le problème en fait, c'est que cette fin, c'est à se demander si Tony tient réellement à son entourage. Encore une fois, moi quand j'ai entendu ça, je pensais à Spider-Man 2, au moment où Peter et Mary Jane se parlent sur la toile, et où Peter lui dit clairement « On ne pourra pas être ensemble parce que Spider-Man aura toujours de nouveaux ennemis ». Bon, c'est pas mot pour mot ce qu'il a dit, mais c'est à peu près comme ça que ça a été retranscrit. Et bah là, quand je vois Iron Man, ça me fait mal. Parce que le mec vient quand même de dévoiler son identité. Oui, ça lui fait une sacrée paire de couilles, il est content, je peux comprendre. Mais à côté, il vient de signer son arrêt de mort, celui de Pepper, celui de James, Rod, et même celui de son chauffeur. Enfin, Happy n'est pas important dans ce premier film, c'est plus dans le 2 qu'il l'est, mais vous m'avez compris. Vous comprenez pourquoi j'aime pas cette fin? Parce qu'en fait,
Tony là vient juste de dire « Venez me tuer si vous l'osez ». Alors ok, c'est provocateur, c'est intéressant, et pour la suite ça va aboutir à quelque chose, je suis d'accord, mais ça impose quand même le problème que il met en danger son entourage sans se poser de questions. C'est étonnant parce qu'il a vraiment une bonne évolution dans son métrage, et là tu vois cette fin, tu te dis « Ah bah peut-être que l'évolution n'a pas abouti ». Bon après voilà, je parle juste de la fin comme ça, c'est pas un drame, mais je reproche quand même cette fin, même si encore une fois dans la suite ça amène quelque chose d'intéressant. Donc voilà pour ce premier film. Alors ce que j'en pense concrètement de ce premier Iron Man, génial. Vraiment, je le trouve bien. J'aime beaucoup ce premier film, c'est vraiment un plaisir à voir, même encore aujourd'hui. Alors oui, encore une fois, en termes d'action et de chorégraphie et de mise en scène, on a peut-être mieux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes moyens technologiques qu'en 2008. Mais honnêtement, pour 2008, je trouve que le film a bien vieilli et qu'il se regarde encore. Vraiment, si vous n'avez pas vu le premier Iron Man, je vous conseille de le regarder. Certes, c'est pas aussi mouvementé qu'Avengers, que Captain America 3, Civil War ou autre, mais je pense que vous arriverez quand même à vous satisfaire devant ce premier long métrage. Pour ma part, c'est un film que, aujourd'hui encore, je continue d'adorer. Voilà, donc ça c'est le premier film. On va pouvoir passer au deuxième. Après un premier film franchement très bien, on passe à un second opus qui se fait plus discret aux yeux des fans du MCU et même d'Iron Man. C'est vrai qu'en général, quand on parle d'Iron Man ou du MCU, c'est très rare qu'on ressorte Iron Man 2. Moi, j'entends très peu de fois le nom d'Iron Man 2 dans la discussion. Mais bon, il fallait bien se le refaire aussi parce qu'on a dit qu'on parlait de la trilogie. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben déjà, qu'est-ce que ça raconte cet Iron Man 2? Tony Stark a appris qu'il avait une maladie dans le sang, alors il décide de profiter de la vie au maximum, quitte à redevenir l'être détestable qu'il était dans le premier film. Mais cela a des conséquences sur son entourage et sur le gouvernement qui souhaite mettre la main sur Iron Man en tant qu'arme militaire. C'est alors qu'Ivan Vanko apparaît avec une copie de la technologie Arc afin de se venger sur Tony Stark. En gros, c'est l'histoire du film. C'est dur de résumer ce deuxième film en fait. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième opus? On va pas se mentir, on a perdu de la qualité par rapport au premier. Mais c'est vrai que quand on compare cette suite au premier, tu te dis, là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Bon après, je déteste pas le film, je le trouve divertissant, mais c'est vrai que quand t'es fan d'Iron Man, ça te divertit, mais moi j'aurais aimé avoir l'effet comme pour le premier. Parlons d'abord des défauts. Déjà, Happy, joué par Jon Favreau. Alors soyons clairs, je n'ai rien contre le fait que le réalisateur joue un personnage, voire un personnage qui se veut essentiel. Je respecte ça, hein. La preuve, Le Crime de l'Orient Express avec Kenneth Branagh, j'avais bien aimé, j'avais rien à reprocher là-dessus. Mais là quand même, c'est assez flagrant parce que Jon Favreau veut se donner un rôle important et au final, il sert pas à grand chose dans le film en fait. J'aurais préféré qu'il reste une espèce de figurant ou un petit rôle secondaire avec 2-3 lignes de dialogue, comme dans le premier film. Parce que là, vraiment, ces scènes, mais ça sert à rien en fait. Bon, il y a une scène où il se rend utile, mais sincèrement, je vais pas compter ça comme la réelle utilité. Ça aurait pu être Pepper qui le fait. Mais bon, en soi, je trouve quand même que c'est un peu exagéré de mettre un rôle aussi mis en avant alors qu'il sert pas à grand chose. Bon après, il accapare pas toute la caméra au détriment de Tony et de Pepper. Il y a des moments assez débiles aussi, mais quand je dis débile cette fois, c'est encore pire que le premier opus. Parce que là, on a un moment où Tony pisse dans son armure. Ah ouais, le coup du soldat qui tire dans la tête de Tony qui a son casque en fer, ça a l'air moins con à côté, hein. Non mais sérieux, je crois que c'est la scène la plus débile de tous les Iron Man là. Tony qui pisse dans l'armure. Quel est le scénariste qui a lu ça à voix haute et qui s'est dit « Ouais, c'est bon, ils vont valider, ils vont rigoler les gens ». On n'a pas la mentalité d'un gamin de 3 ans. Faudrait peut-être arrêter. Moi, quand je vois cette scène, j'ai pas envie de rire. J'ai envie d'avoir honte de Tony. Et franchement, j'ai même honte pour Robert Downey Jr. parce que, oui, il a assumé. Mais franchement, moi, j'aurais été l'acteur et je reverrais cette scène, je me dirais, ah oui, quand même, non. Je devais vraiment être bourré ce jour-là. Moi, j'aime pas du tout cette scène. C'est la pire du film. On a la relation Tony et Pepper qui, je sais pas comment le dire autrement, a régressé. Non, parce que vous allez pas me faire croire que là, elle évolue encore plus que dans le premier film. Hein. Oui, ça aboutit à plus. C'est pas ça le problème. Le problème est qu'en fait, quand tu les vois au début du film, tu te dis pas qu'ils ont réussi à se rapprocher comme dans le premier. Tu te dis juste, mais en fait, leur relation, c'est comme la première fois qu'on les a vus dans le 1, c'est la nounou qui veille sur le gamin qui est un génie et qui se la pète, mais quand même, la relation, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un problème, il y a une régression. Et en parlant de régression, si on parlait de Tony, parce que vous allez pas me faire croire que Tony n'a pas régressé dans cet opus. Oui, je veux bien que le fait de savoir qu'il va mourir justifie un peu quelques actions. Ça justifie pas sa
sa manière de se comporter qui fait qu'il est comme dans le 1 avant d'avoir l'armure. Pour moi, il est pareil. J'ai l'impression que Tony Stark a régressé par rapport à son évolution dans le 1. Et je trouve ça triste. J'aurais aimé que ça soit mieux que ça. Et là, c'est pas mieux, c'est pire. Au pire, vous auriez montré son évolution au début, et après, vous auriez fait en sorte qu'il fasse des conneries et qu'il s'en rende compte avec Pepper. Là, ça aurait été mieux. Mais vous avez pas fait comme ça, donc ça ne marche pas. L'humour est naze, hein. J'ai déjà parlé de la blague de tout à l'heure, et c'est la pire. Mais j'avoue que question humour, le film est pire que le premier. Ah vraiment, j'aime pas l'humour de ce film. Il y a peut-être un petit peu trop de ralenti aussi, même si ça concerne surtout la Coupe de Monaco, hein, la séquence à la Coupe de Monaco. J'avoue que Jon Favreau sait l'utiliser en termes de symbolisme pour certaines scènes. Je trouve quand même qu'il abuse un petit peu des ralentis. Le changement d'acteur là, c'est-à-dire Don Cheadle qui remplace Terrence Howard en James Rhodes, ça fait bizarre, non? Bon, attention, je dis pas que c'est un drame, mais on sent quand même que l'acteur a changé. Moi personnellement, ça m'a pas choqué parce que bon, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si Terrence Howard a demandé une augmentation et que ça a été refusé, je sais pas s'il y a eu des problèmes pour lui pour qu'il soit disponible, mais vraiment ça m'a fait un peu bizarre en fait de voir ça la première fois. C'est pas un drame, mais ça fait bizarre. L'action est moins prenante que dans le premier, et pourtant il y a des idées vachement plus cool, hein. Genre Tony qui fait équipe avec quelqu'un pour affronter plein de robots. C'est génial comme idée, mais bizarrement, je sais pas, l'action, je l'ai trouvée moins intéressante que dans le premier film. Je trouve qu'on a perdu quelque chose. D'ailleurs, en parlant d'action, si on parlait du combat bourré de Tony, non mais ça, je ne comprendrai jamais, même dans les films. Comment c'est possible, quand tu es bourré, de te battre comme lui, il a fait, là? Concrètement, il a tous ses moyens pour se battre quand il se bat. Ça s'entend, ça se voit, il a pas l'air bourré ou quoi que ce soit. Et sincèrement, ça me saoule. Quand vous avez un personnage bourré, héros, méchant, ce que vous voulez, faut qu'il soit bourré. Faut qu'il affronte la défaite, mais faut qu'il accepte aussi qu'il peut pas se battre en étant bourré. Du moins pas correctement. Il faut des boulettes. Sauf que Tony, il fait aucune boulette dans son combat, donc t'as du mal à croire qu'il est bourré. Et enfin, il y a pas de tension. Enfin, il y a de la tension, mais je l'ai pas ressenti en fait. Autant le premier, je réussissais à avoir peur pour les personnages, autant là, j'étais en mode, mais comment veux-tu que j'ai peur? J'y crois pas une seule seconde. J'ai pas peur pour Pepper, j'ai pas peur pour Tony, j'ai peur pour personne. Bah oui, je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai, et c'est chiant. Mais le film reste quand même divertissant et travaillé sur certains points. À commencer par ses personnages, donc Tony Stark, Iron Man, joué par Robert Downey Jr., qui meurt à cause d'une maladie incurable, donc le fait qu'il veuille profiter de la vie à sa manière comme ça peut se comprendre quand on se met à sa place, même si on n'approuve pas forcément ses manières. C'est vrai qu'il est moins attachant que dans le premier film, parce que, encore une fois, dans le premier, il devenait attachant au fur et à mesure. Là, j'ai pas l'impression qu'il devient attachant dans le deuxième, en fait. Pepper Potts, joué par Gwyneth Paltrow, qui est devenue la PDG de Stark Industries, et qui doit donc s'occuper des entreprises à la place de Tony. Ah oui, mais je vous ai dit que c'était sa nounou, hein, dans ce film, c'est même pas une blague. Mais bizarrement, c'est quand même un personnage que je continue d'adorer. Déjà, elle a plus de caractère, donc elle se laisse vraiment pas faire par Tony, tout en restant une femme attachante. Et j'aime bien la manière dont elle se débrouille avec l'entreprise alors qu'elle a pas été formée à ce genre de choses. Elle est douée en organisation, mais l'organisation d'un homme et gérer une entreprise, c'est différent. Bon, en tout cas, elle reste attachante et je l'aime toujours autant, Pepper. James Rhodes, joué maintenant par Don Cheadle, c'est le meilleur ami de Tony, il fait de son mieux pour veiller sur lui et pour l'aider malgré ses conneries, autant le dire, hein. Puis bon, je peux comprendre qu'il ait du mal à veiller sur lui à ce point parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vois que Tony fait autant de boulettes, je me demande si tu continuerais de le défendre. Surtout avec la séquence où il fait la fête avec son armure et qu'il pisse dedans. Pardon, je sais que je dois pas en reparler, mais je déteste cette séquence. On a aussi Natalie Rushman, jouée par Scarlett Johansson, qui est la nouvelle secrétaire de Tony Stark, qui a fait de son mieux pour s'occuper de ses affaires. Fallait bien une remplaçante pour Pepper aussi, hein. En tout cas, j'avoue que c'est une femme pleine de surprises. Moi qui ne connaissais pas les comics à l'époque, j'avoue que j'ai été surpris en apprenant la vérité sur elle, mais j'en dirai pas plus. Bon, on a Nick Fury aussi, joué par Samuel L. Jackson. Il a un rôle assez secondaire, mais disons qu'en termes de guide, je dirais qu'il aide quand même un peu. C'est un petit personnage, mais c'est un petit personnage qui fait son rôle. Évidemment, Jarvis, doublé par Paul Bettany, est toujours là pour veiller sur Tony. C'est dommage qu'il ait pas de robot à côté de lui, Tony, parce qu'à ce moment-là, Jarvis, je suis sûr qu'il le bafferait pour toutes ses conneries. En même temps, il le mériterait. Ensuite, on a les méchants. Alors, les méchants, je reconnais qu'ils sont pas aussi marquants que... ils sont pas marquants, en fait. Même celui du premier était pas marquant, mais c'est pas un drame. On a Ivan Vanko, joué par Mickey Rourke. C'est un Russe dont le père a payé les erreurs du père de Tony, si j'ai bien compris. Et tout ce qu'il veut faire, lui, c'est se venger sur Tony en détruisant tout ce qu'il a. C'est un petit peu classique comme méchant, et c'est pas très marquant encore une fois, mais ça reste assez efficace. C'est un ennemi qui fonctionne. Puis bon, fallait bien que Tony fasse face à quelqu'un qui en voulait au Stark, surtout maintenant qu'ils savent que c'est Iron Man. Et on a aussi Justin Hammer, joué par Sam Rockwell. Je sais même pas que c'était lui, je l'avais pas reconnu à l'époque. C'est le fournisseur d'armes
de l'armée, c'est un marchand d'armes concurrent et il cherche à avoir la meilleure étude de marché, le meilleur chiffre d'affaires, tout simplement hein, de dépasser Tony. Ça doit être par jalousie, mais en même temps la rivalité entre entreprises, parfois ça peut faire des choses horribles, comme le fait justement Justin Hammer. Bon, il a une motivation correcte. On a une mise en scène assez travaillée encore une fois, même si je la trouve moins marquante dans l'action. Je la trouve quand même assez bien travaillée sur certains plans et ça arrive à donner de bonnes idées. Les musiques sont toujours aussi cool à écouter. Hein. Le jeu d'acteur est assez efficace. D'ailleurs, les acteurs, que ce soit les nouveaux ou les anciens, se débrouillent bien. Il y a du symbolisme encore assez important. Hein. Par exemple, ce que représente l'armure pour Tony, tout ça, la maladie de son cœur ou plein d'autres trucs. Ou même le gouvernement qui veut l'armure. C'est pas pour les mêmes raisons que Tony. Ils ont pas la même vision de l'armure. C'est ça qui est intéressant. Donc en termes de symbolisme, c'est efficace. Il y a quelques références assez sympas. Sympa quand tu connais l'univers. Quand tu la connais pas, c'est pas grave. Bon, certains diront que c'est assez gros pour ne pas être manqué. C'est vrai. Mais ça reste des références sympas quand tu connais déjà le truc. Les costumes sont travaillés. Au passage, la nouvelle armure de Tony, là, elle était cool. Et j'aime bien le costume de War Machine. Les décors sont chouettes. Tony a une évolution assez intéressante parce que c'est le seul à évoluer dans ce long métrage. Les autres, ils évoluent pas. Hein. C'est Tony surtout qui va évoluer. Bon, Pepper un petit peu aussi, j'avoue. Mais surtout Tony. On a un univers qui s'étend un peu plus grâce à la technologie de Tony. Purée, c'est dingue. Hein. Plus je vois de sa technologie, plus ça donne envie d'en savoir plus. Un caméo de Stanley plus discret, mais qui reste quand même assez sympathique. Et un peu d'inattendu qui fonctionne, mais vraiment un ou deux détails, quoi. En partie spoil, je vais pas parler de grand chose, mais j'aimerais revenir sur une théorie qui a été dite. Enfin, je sais pas si c'est dit en fait, mais en regardant Wikipédia, j'ai vu que le petit garçon avec le masque d'Iron Man que Iron Man sauve, apparemment ça serait Peter Parker. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas fait gaffe au générique de fin, mais de ce que je vois sur Wikipédia, ce serait lui. Si c'est une théorie, c'est bien placé, mais je pense pas qu'à l'époque ça devait être Peter Parker. En fait, je pense que le coup de Peter Parker, je me demande si c'est pas depuis que Spider-Man a rejoint le MCU. Oui, ça ferait une bonne théorie, ça je peux pas nier, mais j'ai du mal à croire que ce gamin soit Peter Parker. Il se passe combien de temps entre ça et Spider-Man Homecoming? Bon, enfin bref, après c'est une petite théorie et c'est cohérent, mais honnêtement j'y crois pas trop. J'ai un petit truc à dire sur Natalie Rushman, en fait c'est Black Widow. C'est l'agent du Shield hyper entraîné. Je connais pas trop son histoire parce que j'ai pas trop lu de comics encore sur elle, je vais essayer d'arranger ça, mais sincèrement j'aime bien ce personnage. Puis j'aime bien le fait que ce soit elle qui sauve un peu la situation aussi. Donc au final ce deuxième film, ça reste divertissant pour les fans d'Iron Man, je ne le nie pas, moi quand je le regarde, ça m'occupe, mais c'est tout, ça fait que m'occuper. C'est pas un film que j'ai envie de revoir à tout prix comme le premier. Je sais pas si Jon Favreau était à la solde des studios à ce moment-là, mais en tout cas, ça me fait mal parce que il avait prouvé qu'il pouvait faire de très bons films pour moi avec Iron Man 1, et là il vient à du lambda un peu yes man, pas totalement, où il y a concrètement que l'action à sauver parce que c'est divertissant. Je sais que les super-héros ça peut être divertissant, mais les films super-héros ce n'est pas que du divertissement, il y a du développement derrière, il y a de l'intérêt. Bref, je pense que ce film plaira aux fans d'Iron Man, mais je ne pense pas qu'il plaira à tout le monde, et en soi à juste titre, ça va diviser. Moi personnellement encore une fois, ça divertit, mais c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde. Bon, passons au troisième opus. Le troisième opus, qui cette fois n'est pas réalisé par Jon Favreau, mais par Shane Black, qui est connu pour être un yes man à la solde des studios. Ce troisième opus, personnellement, quand j'ai vu le trailer, j'avais envie d'y croire. Iron Man 2 m'avait laissé un peu sur ma faim, mais en voyant ce 3, je me suis dit, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire en ce trailer, et j'ai envie de croire aux méchants. On allait avoir le Mandarin, probablement un des méchants les plus connus d'Iron Man, voire peut-être le seul connu d'Iron Man, parce que moi, personnellement, j'en connais aucun à part lui, et maintenant Obadiah Stane, mais je sais pas s'il est dans le comics. En tout cas, ce troisième opus, il m'inspirait, j'avais envie de le voir. Et bah parlons d'abord de l'histoire. Un nouveau terroriste est apparu aux États-Unis afin de s'en emparer, le Mandarin. Iron Man le provoque alors en duel afin de régler ses comptes avec lui. Le problème est qu'Iron Man se fait battre et qu'il doit alors battre en retraite afin de réfléchir à une nouvelle stratégie et de se reconstruire pour vaincre son ennemi principal. En gros, c'est l'histoire du film. Je pourrais pas la résumer autrement, je crois. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième opus ? J'ai espéré, et j'ai bien espéré pour ce troisième film. C'est une belle conclusion du personnage. C'est une belle conclusion de notre héros. Ça fait plaisir à voir. Mais il y a quand même quelques petites choses qui m'ont gêné. Et il faut qu'on en parle aussi. Déjà, quelques incohérences. Alors, je vous explique la situation. Vous avez une femme
capable de réchauffer son corps, mais vraiment à une température extrême. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Imaginons qu'elle est au-dessus des flammes, et qu'elle sort des flammes au bout d'un certain moment, donc qu'elle a le visage noir, c'est-à-dire qu'elle a cramé une partie de son corps. Pourquoi les vêtements n'ont pas cramé? Bon, je sais que c'est un détail, hein, et en soi c'est pas grave, c'est vrai, mais on est d'accord que les vêtements auraient dû cramer. Non, je dis pas ça parce que j'avais envie de la voir à poil, me dites pas ça, c'est pas vrai. Les vêtements auraient dû cramer, au moins avoir des touches de flammes dessus, je sais pas, mais il y aurait dû avoir quelque chose. Mais là, il y avait rien. C'est pas un drame en soi, après, c'est une petite incohérence, et il y en a quelques-unes dans le film, mais c'est pas un drame. Après, on sent que le film s'est inspiré d'un certain héros sorti une année auparavant. Coucou Batman. Ah franchement, vous allez pas me faire croire qu'Iron Man 3 ne s'est pas inspiré de Dark Knight Rises, hein. Ah si, concrètement, si. D'habitude, je suis pas en mode vous avez copié l'ancien, et je parle pas de copie, là c'est de l'inspiration. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de revoir quelques notes de Dark Knight Rises en regardant ce Iron Man 3. Bon après, c'est pas un drame, hein, c'est juste un détail, mais je voulais quand même en parler au cas où. Il y a quelques moments surcutés aussi. J'aime beaucoup l'action et la mise en scène de son métrage, mais on en reparlera tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a trop de cuts. C'est le même problème que j'ai avec Infinity War, il y a trop de cuts. On arrive à suivre, hein, mais les plans sont coupés brutalement à chaque fois. C'est genre t'as 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 2 secondes, je sais pas, ça fait bizarre. Alors l'action reste cool, mais c'est quand même un peu surcuté, et ça me dérange personnellement, parce que ça m'empêche un peu de suivre. Un peu. On a quelques longueurs aussi qui servent à rien. Bon, des petites longueurs, il y en a pas beaucoup, mais par exemple, le moment fanboy du caméraman qui croise Tony Stark, c'était vraiment nécessaire, ou du moins c'était obligé de l'étendre à ce point. Moi je pense qu'on aurait pu un petit peu s'en passer. Je sais que je pinaille sur des détails, hein, mais en même temps... Aussi, je préviens tout de suite, si vous n'avez pas vu Avengers, vous comprendrez pas ce que Tony traverse. Parce qu'en fait, ce film est lié à Avengers. Alors moi personnellement, je l'avais vu avant, donc j'étais pas perdu, mais ceux qui n'ont pas vu Avengers, avant de voir Iron Man 3, il y a des chances que vous soyez un peu paumés. Aussi, la trahison d'un certain personnage m'a fait rigoler, mais ça j'en reparlerai en partie spoil en détail, vous inquiétez pas. L'humour, je sais pas, il y a quelques blagues qui m'ont fait sourire comme les autres, enfin comme le premier pardon, pas le 2, mais bizarrement non, j'ai pas trouvé l'humour si génial que ça, je me suis juste dit ouais, ok. Il y a quelques blagues qui font sourire mais sans plus. Et sinon oui, je vais évidemment parler de ça, sinon on va dire que j'en parle pas. Bon, j'en parlerai plus concrètement en partie spoil, parce que quand même, la promesse. La bande-annonce nous avait fait une promesse avec un certain personnage essentiel dont on attendait beaucoup, dont on se disait purée, ça va être génial, va y avoir un personnage vraiment marquant. Et en fait, ce personnage n'est pas du tout comme la bande-annonce nous l'avait montré. C'est une déception pour beaucoup. Et je comprends cette déception, mais on en reparlera en partie spoil. Je préfère leur laisser la surprise. Sinon, pour le reste, j'ai rien à dire, hein. Le film est vraiment travaillé. Déjà en termes de personnages, Tony Stark, Iron Man, bon, joué toujours par Robert Downey Jr., décidément il y a que lui pour incarner Iron Man à mes yeux, commence à faire des crises d'angoisse depuis qu'il a failli mourir à New York. Et encore une fois, c'est lié à Avengers. Il est assez intéressant à suivre dans son développement, surtout avec les crises d'angoisse qu'il fait. Tony Stark qui fait des crises d'angoisse. Non mais rien que l'idée déjà pour le développement, je trouve ça génial, c'est intéressant. Sinon il est attachant, il a enfin gardé son évolution, et on sent qu'il fait de son mieux pour protéger les personnes qu'il aime, à savoir Pepper, James Rhodes, tout ça. Vous voyez, la Tony reste attachant, il a pas régressé comme dans le 2. Pardon, excusez-moi. Pepper Potts, toujours joué par Gwyneth Paltrow, c'est la PDG de Stark Industries, et c'est aussi la petite amie de Tony Stark, maintenant c'est officiel. Elle fait de son mieux pour le soutenir tout en gérant les affaires de Stark Industries, et apparemment elle se débrouille bien d'après ce que j'ai compris, mais on sent qu'elle a des difficultés par rapport à sa relation avec Tony et tout ce qu'il traverse. Elle fait de son mieux pour essayer de le comprendre et en même temps elle a du mal à l'aider, mais ça peut se comprendre, elle a pas vécu la même chose que lui. Mais elle reste attachante dans son envie d'aider Tony. Happy, toujours joué par Jon Favreau, est le garde du corps de Pepper et c'est aussi le chef de la sécurité de Stark Industries et j'avoue qu'il est un peu lourd dans ses manières, mais là je l'aime bien. Si vous voulez, dans le 2 je l'aimais pas parce qu'il était un peu inutile. Là dans le 3, bon il est toujours un peu maladroit, mais j'avoue que j'aime bien le fait que ça soit lui qui démarre un peu le conflit Tony Mandarin. Ouais, je sais que c'est con dit comme ça, mais c'est vrai, c'est lui qui démarre le conflit, Tony Mandarin. Oui, bon, d'accord, c'est un détail, mais avouez que c'est cool. Donc après on a James Rhodes, toujours joué par Don Cheadle, qui est aussi devenu Iron Patriot. Parlerai pas de ça. C'est le meilleur ami de Tony, il fait de son mieux pour veiller sur lui tout en gérant la sécurité du président, en accomplissant son devoir de soldat. C'est un meilleur ami sur lequel Tony peut compter quand il a besoin d'aide, avec ou sans armure. Donc après on a Maya Hansen, jouée par Rebecca Hall. C'est une biochimiste expérimentée qui a une formule qui permettrait de changer le monde et la vie des autres. Et elle a un petit intérêt dans cette histoire et ça fonctionne
assez bien, mais j'ai rien d'autre à dire sur elle en fait. Et enfin, on a bien évidemment Jarvis, il est toujours là, notre petit Jarvis. Jarvis qui est toujours doublé par Paul Bettany, et il fait de son mieux pour aider Tony dans sa quête tant que c'est encore possible. Aussi, on a un nouveau personnage assez discret mais dont j'aimerais parler, Harley Kinner, joué par T. Simpkins, je crois que ça se dit comme ça. Vous me direz si je le prononce mal et je m'en excuse. C'est un gamin qui est un génie, qui se fait souvent harceler à l'école à cause de ça, et il fait de son mieux pour aider Tony. Et puis bon, sa petite relation avec lui, qui fait une espèce de père et fils, moi j'aime bien. Et puis bon, il arrive à se rendre utile à certains moments ce gosse, hein, tout en devenant un peu attachant aussi. Donc, parlons des méchants. D'abord le mandarin, joué par Ben Kingsley. C'est un terroriste qui fait la loi à sa manière, mais qui est extrêmement intelligent et prévoyant, et qui a décidé de s'emparer des États-Unis. Franchement, je trouve que c'est un méchant intéressant parce qu'il est mystérieux, tu sais pas qui c'est, et il est redoutable, tu te dis mais est-ce qu'on devrait le craindre? Et moi je dis que oui, je pense que Tony devrait le craindre, parce que c'est peut-être l'adversaire le plus dangereux qu'il ait rencontré dans sa vie. Et enfin, on a le docteur Aldrich Killian, joué par Guy Pearce. Lui, c'est un entrepreneur talentueux et un biologiste aussi, maintenant que j'y pense, qui cherche à se venger de Tony après l'humiliation qu'il lui a faite. Alors oui, ça peut sembler assez gamin quand il pense, mais en même temps... vu comment il était à l'époque et que c'était sa seule motivation dans la vie, moi je trouve que ça passe. Donc ensuite on a les moments d'action. Oh, les moments d'action, je les trouve fabuleux. Franchement, je sais pas si c'est dû aux effets spéciaux ou à la mise en scène, mais je trouve les moments d'action géniaux. Et surtout la bataille finale, mais ça on en reparlera là en partie spoil. En termes de narration, ça raconte quelque chose d'intéressant. En termes de mise en scène, oui, de chorégraphie. Et franchement, l'action est vraiment kiffante. C'est peut-être, pour ceux qui regardent les films uniquement pour l'action et le divertissement, je pense que cet Iron Man sera celui qui vous plaira le plus par rapport à ça. On a des caméos sympathiques, alors oui, bien évidemment, on a celui de Stan Lee qui est... on va dire que ça passe avec son personnage par rapport à son caméo du 1. Mais on a aussi un caméo d'un personnage du premier Iron Man, et ceux qui le reconnaissent comme moi, ils seront contents. En plus de respecter l'histoire du premier film, parce que quand il a raconté sa rencontre avec Tony, apparemment oui, ça s'est vraiment passé comme ça quand on voit ça. La relation entre Pepper et Tony. Ah bah déjà, enfin ils sont ensemble. Ouais, parce que moi ça fait un film que j'attends là. Mais là, on sent qu'ils traversent des épreuves difficiles et qu'ils essayent de se soutenir en faisant de leur mieux, même s'ils sont parfois en désaccord. J'aime beaucoup leur relation entre les deux, sachant que ça fait vraiment changer Tony, et voilà. Bon, Pepper aussi, ça l'a fait un peu changer, mais surtout Tony, et c'est ça que j'adore. Tony change grâce à elle, et c'est beau. L'univers, encore une fois, est plus étendu avec de nouveaux méchants, mais aussi toujours encore la technologie de Tony qui s'améliore. Comment il fait pour améliorer sa technologie à chaque film? Il est vraiment trop fort, Tony Stark. Le symbolisme qui est plus important dans son métrage et qui fonctionne très bien, je veux dire rien qu'à voir ce que représente l'armure pour Tony, rien que pour ça c'est du symbolisme très efficace, mais on a aussi d'autres détails qui font que le symbolisme est très bon. On a de la tension, de la tension. C'est ce qu'il manquait dans le deuxième pour moi, et là j'en ai enfin ressenti. À l'époque, quand je l'ai vu au cinéma, quand je voyais ce qui allait se passer la première fois, je me disais « Non, c'est pas possible, ça va pas se passer ». Il y avait vraiment de la tension dans ce film. J'ai eu peur pour certains personnages. La mise en scène est franchement très bien travaillée. Shane Black, il est très doué en termes de mise en scène. Je trouve qu'il a fait une mise en scène vraiment impeccable. Il est vraiment très doué. Surtout dans les moments d'action. Alors là, on est gâté. Quelques éléments inattendus qui fonctionnent bien et que j'ai pas vu venir. Un jeu d'acteurs très bon, les acteurs qui étaient déjà là avant sont toujours aussi bons et les autres s'en sortent assez bien aussi. Les costumes sont toujours aussi efficaces, trop stylés les nouvelles armures d'Iron Man, j'adore. Les effets spéciaux sont de très bonne qualité, Tony a une très bonne évolution dans son métrage ainsi que Pepper. Les décors sont superbes, les musiques sont toujours aussi cool. Et les paysages sont assez jolis quand il y en a. Voilà, donc en partie spoil, je voudrais d'abord reparler de la fameuse trahison. Donc en fait, Maya, si vous voulez, c'est une traîtresse, parce qu'elle a trahi Pepper pour la livrer à Killian. Bon, ça je veux bien. Sauf qu'après, elle décide de trahir Killian pour essayer de sauver Tony. Si vous voulez, je trouve ce moment assez inutile parce qu'en fait, elle menace de se tuer, donc de se suicider et de faire exploser tout ce qu'il y a, par amour pour Tony, je pense, je pense que c'est pour ça qu'elle fait ça, je sais pas, on a l'impression que c'est pour ça, et en fait, ça servait à rien. Puis au final, c'est assez débile aussi parce qu'au moment où Killian lui a tiré dessus, dans le ventre, elle avait le temps juste de s'insérer le truc, et au final, elle l'a pas fait. Donc, tout ce qu'on voit en fait avec ça, c'est qu'elle meurt comme un caca, et c'est tout. Je sais pas, c'est peut-être pour justifier que l'actrice avait un arrêt maladie, je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que pour cette scène de trahison, et même de mort, j'ai trouvé ça ridicule. Après, ça va, c'est un personnage peu important, mais quand même, Maya, elle avait un petit intérêt. Et là, tu vois ça, tu te dis,
Ouais. Enfin bon, moi j'oublie cette scène et en général ça se passe mieux. Et enfin, donc évidemment, ça c'est la scène la plus critiquée, la promesse. Oui, la fameuse promesse. Parce qu'en fait, la bande-annonce nous avait promis le vrai mandarin. Et en fait, en voyant le film et en voyant que le mandarin n'est qu'un acteur super nul en plus, enfin, non, il joue bien, mais en vrai c'est un poivreau. Et là tu vois ça, tu te dis, le mandarin il est bien différent de ce qu'on croyait. Alors c'est vrai que comme beaucoup, j'aurais aimé avoir le mandarin du comics, parce que il est sombre, il est cool, et Iron Man galère vraiment contre lui. Et surtout que c'est ce qu'on avait au début, on avait Iron Man qui galérait vraiment. Après, je suis pas contre le fait que ça soit un acteur poivreau, mais c'est vrai que ça détruit pas mal l'image du méchant. Imaginons vous prenez Double Face, et en fait vous apprenez que c'est un boulanger. Voilà, bah le mandarin là, c'est un peu pareil, c'est un peu le même syndrome, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un méchant hyper classe, hyper fort, hyper expérimenté, qui va faire vraiment galérer le héros, et au final t'as juste un poivreau que tu oublieras rapidement, ou que t'as envie d'oublier plutôt. Et je vous avoue que quand je vois ça, moi je me dis, ouais, pas sûr que c'était une bonne idée. Enfin, je parlerai d'une dernière scène pour terminer, la scène post-générique. Alors non, j'en ai pas parlé pour le 1 et le 2, parce qu'en fait c'était juste des films qui annonçaient des trucs. Le 1 annonçait juste que les Avengers allait se mettre en route, et le 2 annonçait juste que le prochain film allait être Thor. Là, ce que j'aime bien dans cette scène post-générique, c'est que c'est pas une scène post-générique qui te dit « je t'annonce tel truc ». C'est juste une scène post-générique qui montre que Tony racontait l'histoire d'Iron Man 3 à Bruce Banner depuis tout ce temps. Et moi, je trouve cette scène assez rigolote. Ouais, et puis ça change des scènes post-génériques qui arrêtent pas de t'annoncer quelque chose. Ou... Je dis pas que j'aime pas ça, je dis que ça change, et honnêtement, ça me fait plaisir. Aussi, oui, j'ai oublié de parler d'un truc dans la partie spoil. Il y a une armée d'Iron Man. La bataille finale, Tony, t'apprends qu'il a fait des armures pendant tout ce temps et les armures se ramènent. Mais vraiment, elles se ramènent, hein, c'est pas une blague. J'ai vu ça, j'étais en mode, oh, mais c'est trop cool, mais c'est magnifique, mais j'adore. Et putain, non seulement j'ai été surpris, mais en plus je me suis dit, mais pour les fans d'Iron Man, tu vois ça, mais c'est juste un kiff. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter en partie spoil, donc ma conclusion sur Iron Man 3, très sympathique. J'aurais bien dit très bien, mais honnêtement, il y a quand même des petits défauts qui font que j'ai un peu de mal avec ce film, mais vraiment très sympathique. J'aime bien Iron Man 3, je trouve que ça remonte le niveau du 2, parce que le 2, je le rappelle, c'était quand même un peu une déception pour moi, mais à côté, je trouve aussi que ça apporte une bonne conclusion au personnage de Tony Stark. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un film à voir si vous êtes fan d'Iron Man, et c'est une très bonne conclusion à voir aussi. Donc voilà, ça fait que j'ai fini la trilogie, donc troisième Iron Man 2, parce que pour moi, c'est le moins réussi de la licence, c'est même le moins intéressant à regarder, voire c'est peut-être le seul que tu peux oublier en fait, parce qu'il apporte rien de très intéressant, même dans le développement de Tony ou autre. Le deuxième Iron Man 3, parce que j'aime beaucoup Iron Man 3, mais je dois reconnaître qu'il est moins réussi, même si encore une fois en termes de mise en scène d'action il est génial, mais je trouve qu'il a un truc en moins par rapport à Iron Man 1. Iron Man 1 qui a beau être de la phase 1, que certains considèrent comme la phase la moins réussie, moi je continue de considérer que ce film, en tant que lancement du MCU, et même en tant que film aujourd'hui de super-héros, ça reste un très bon film à voir. Donc voilà, c'était mon avis sur la trilogie Iron Man, j'espère que ça vous aura plu, donc excusez-moi, la vidéo est plus longue exprès parce qu'on parle de trilogie. Ça sera sûrement ça aussi dans les 2 prochaines semaines, mais je vous laisse la surprise pour savoir lesquelles. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!